Aujourd'hui, je vous présente les 20 nouvelles cartes Magic que j'ai préférées en 2025. Déjà, sachez qu'il y a eu un peu plus de 2000 nouvelles cartes sorties cette année. Ce n'est pas un record, mais on n'en est pas loin, et comme vous le savez, ça ne risque pas de s'arranger l'année prochaine. J'ai retenu pas mal de cartes avec un gros power level, assez représentatif du power creep global du jeu, et surtout, beaucoup de créatures légendaires. Certaines m'ont même servi à créer des decks en commandeur multi. C'est un classement relativement subjectif, avec des cartes que j'aime bien, qui m'ont inspiré pour deck builder ou que j'ai vu jouer face à moi et que j'ai apprécié. Alors oui, il y a des choses très puissantes et la plupart de ces cartes n'ont échappé à personne, mais j'espère quand même vous faire découvrir quelques pépites. C'est aussi le but de ce top, montrer les nouvelles cartes qui ont marqué le jeu dans différents formats, et surtout en commandeur multi. Sachez aussi que j'aurais pu faire un top 100 si je savais manipuler l'espace-temps. Comme je ne sais pas encore faire ça, on va se limiter à un top 20, mais sachez que je suis quand même un peu frustré de ne pas pouvoir tout aborder. En tout cas, je compte sur vous pour investir la zone commentaire et me parler de vos cartes préférées sorties en 2025, histoire de compléter un peu cette vidéo, comme vous savez très bien le faire. Et bien sûr, j'ai un top 25 disponible, mais uniquement pour les membres de la chaîne. D'ailleurs, un grand merci à tous mes soutiens, ça pousse à m'investir encore plus dans cette chaîne. Petit disclaimer, il n'y aura pas de carte Secret Lair, on y va. Voilà l'une des cartes qui m'a le plus marqué lors des reveals d'Avatar. Comète de Sozin, c'est un rituel qui coûte 5 dont 2 rouges et toutes les créatures gagnent Firebending 5 jusqu'à la fin du tour. C'est un gigantesque mana burst que vous pourrez utiliser que pendant la phase d'attaque pour faire des folies à vitesse d'éphémère. Normalement ça sert à tuer. J'aime tuer d'ailleurs. Et j'aime trop ce que dégage la carte, ce qu'elle évoque. Et le fait qu'elle est Fortel ajoute à son côté éclatant et explosif, je trouve. Pour vos sorts à X ou les créatures qui peuvent se booster à l'infini, ça peut être dévastateur. Il y a énormément de bêtises à faire avec ça, donc à vous de faire jouer votre imagination, mais tout en éphémère, attention. Félotar, l'inébranlable, qui me fait de l'œil, ouais. Il me drague de loin là sur sa monture. Je commence un peu à être lassé d'Arcades qui en plus, je dois l'avouer, a vraiment du mal à gagner ces derniers temps. Il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite pour être remplacé par ce nouvel animateur de murs. Pour Abzan, plus 1, c'est une 0,5. Nos murs peuvent attaquer et assigner les blessures avec leur endurance. Et si on l'engage pour 3 et qu'on sacrifie une créature, on pioche autant de cartes que l'endurance de la créature sacrifiée, puis on se défausse d'autant que sa force. C'est de la grosse value. Alors ouais, je remplacerai du bleu par du noir, mais est-ce que j'y perds au change? Peut-être un peu, mais ça serait l'occasion de tester des nouveaux murs et des nouvelles synergies. En tout cas, c'est l'un des commandeurs sortis en 2025 qui me donne le plus envie et que j'ai pas encore monté, mais ça va venir, je pense. Héritage du troupeau. Un petit caillou pour 2 mana, dont un vert qui produit du mana de la couleur de votre choix. Petit hic, c'est uniquement pour les créatures. Mais bon, au moins ça sécurise le cast du commandant assez tôt si on l'a en main de départ, donc ça déjà c'est cool. Et puis ensuite, en commandeur multi, on joue toujours plein de créatures, donc à vous de bien dépenser votre mana. Et surtout, on va pouvoir l'engager pour cibler une créature ayant une force de 4 ou plus, elle gagne le piétinement, et si elle touche un adversaire, facile avec le piétinement, on pioche. Pour seulement 2 mana, un caillou qui peut donner le piétinement et potentiellement faire piocher une carte, c'est fort, c'est élégant et ça reste assez fair, je trouve. Ça sera évidemment extrêmement efficace dans les decks purement mid-range, donc je valide. Alors, une carte Ether Drift. Alors déjà, Ether Drift, pour moi, c'est un set qui est un petit peu sous-coté. Il y a plein de bonnes petites cartes, les gens ont râlé pour le côté course de bagnole, mais justement, je trouve qu'ils ont super bien adapté l'univers de la course au monde de Magic, saupoudré de Mad Max, d'Akira et des fous du volant. Alors, c'est pas mon set préféré, mais je suis loin d'avoir trouvé ça nul, quoi. On aime bien les petites créatures qui permettent de sauver notre board, comme Esprit Dévoué, ou le Boromir mono blanc par exemple. Et ici, pour 2 dont un blanc, Buff au pavois est une 2-2, et si on le scelle pour 1 en attaquant avec, on met un marqueur +1/+1 sur une créature au choix. On peut le sacrifier pour donner l'indestructible et la défense talismanique à toutes nos créatures qui ont un marqueur dessus. Marqueur +1/+1 ou autre d'ailleurs. Alors en dehors du fait que lui-même peut distribuer des marqueurs, à Magic, c'est assez courant de placer des marqueurs sur nos créatures, c'est même souvent facile aujourd'hui. Alors certes, c'est conditionnel, là où un esprit dévoué l'est moins, mais lui donne la défense talismanique, et on peut distribuer des marqueurs +1/+1. Donc j'aime bien. Je me sens toujours rassuré quand j'ai ce genre de créatures sur le board, et le spectaculaire Spider-Man fait aussi très bien le job.
dans ce genre d'effet. Certes, faudra payer 1 pour sauver notre board, mais il a aussi un body qui est assez costaud pour seulement 2 mana, avec potentiellement le vol. Grâce au flash, si jamais vous avez 3 mana ouverts et qu'il est dans votre main, en fait il peut faire un effet intervention héroïque, donc c'est pas mal aussi. On se sent rassuré quand on sait que Spider-Man est là, ou plutôt Ademi des Chutes-Soie. Pardon, Carcasse Mécanique Étince-Vert. Bon, déjà, l'illustration est sublime. J'adore le fait qu'ils aient repris le principe des carcasses mécaniques de Kaladesh, mais en version bicolore. C'était un cycle de créatures que j'avais adoré et qui persiste pas mal dans le temps parce que j'en vois encore régulièrement sur les champs de bataille et elles ont toutes été rééditées au moins une fois. Je suis pas certain que ce sera le cas de leur petite sœur, mais personnellement, j'ai retenu la carcasse mécanique Étince-Vert. Pour 2 blancs et 2 verts, on a une 4/4 initiative piétinement, ce qui est pas dégueu, et quand elle arrive, on peut aller chercher dans notre bibliothèque 2 artefacts, créatures et ou enchantements qui coûtent 1 ou moins, et les mettre dans notre main. Bref, pour 4 mana, tu as un body balèze qui te fait en gros aller chercher 2 cartes de qualité. Tu vas chercher ton Skullclamp, ta baliste, ta sentinelle, ton Sol Ring, ton aura qui fait piocher. Bref, il y a tellement le choix. Après, c'est vrai que sa double identité colorée fait que ça ne se joue pas partout, mais c'est vraiment une carte très chouette, je trouve. Se cacher au plafond, ou plutôt raccommodage spectral. J'aime beaucoup les cartes modales et Wizard en sort de plus en plus, donc ça tombe bien. Pour 1 bleu plus X mana, on va exiler X créatures et ou artefacts qui reviendront sur le champ de bataille à la fin du tour. À l'instar de Disperser aux 4 vents, qui est une carte que j'aime beaucoup et que je vous avais présentée chez Passion Carton, ici on va pouvoir exiler nos propres créatures pour les sauver, ou redéclencher leurs ETB, ou bien tempo des bêtes adverses lors d'une phase d'attaque un peu trop brutale. Et on peut faire les deux aussi. Non seulement c'est modal à ce niveau-là, mais c'est aussi modal dans le coup du sort. Et c'est pour ça que ça en fait une carte vraiment très intéressante et puissante. Appa, ce bon vieux Totoro version Avatar. Alors je découvre en ce moment la série Avatar, et effectivement on se met très vite à apprécier cet énorme doudou volant plein de poils. Il est incroyable pour 4 mana, dont 2 blancs, c'est une 3/4 avec le flash et le vol. Quand il arrive, on va airbend autant de nos permanents non-land qu'on veut, donc ça nous protège de potentiel Vras et d'anti-bêtes. Mais en plus de ça, quand on va jouer des sorts exilés, on va créer à chaque fois un allié 1/1. Et en plus là, les alliés avec Avatar, c'est devenu méga fort. Alors, ça protège, on peut jouer ça par-dessus une Vras et ça nous donne directement l'ascendance sur la partie, parce qu'on sauve un peu nos créatures, voire d'autres types de permanents. Je pense que le mec qui claque son adieu into Appa, il est un peu deg, mais ça fait aussi snowball certains archétypes de deck, notamment Blink qui était déjà très fort, et évidemment vu qu'il aura exilé des permanents avec le airbend, et bah ça coûtera que 2 mana de les faire revenir. J'aime bien la couille géante volante. Non. C'est Coq-Foyer, la semence du monde. Allez voir l'histoire qui se cache derrière ce vaisseau atypique. J'ai fait un The Art of Magic sur Age of Eternities. C'est génial. Bon, déjà, j'adore tout le lore qui entoure le set et cette carte. Mais en plus de ça, l'illustration est parfaite. Pas besoin de lire les faits, du coup, hop, ça rentre direct dans le top. Pour 4 mana, dont Jund, c'est un spacecraft qu'on peut stationner pour 2 ou 8. Pour 2, il gagne une capacité qui coûte 1, plus s'engager, plus sacrifier un terrain, et qui fait piocher 2 cartes, tout en permettant de jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Et pour station 8, on transforme notre vaisseau en créature 6-7 vol, vigilance, célérité, et quand on sacrifie un terrain, tous les adversaires perdent 2 points de vie. Le roman. Il fallait au moins ça. J'ai beaucoup vu cette carte en zone de commandement et sur le board cette année. Je suis pas le plus grand fan de Landfall, mais j'avoue que c'est très beau. La carte est forte, donne envie d'être jouée. On a une vraie proposition de thématique Landfall Jund, avec l'apport du noir qui d'habitude n'est pas forcément la couleur phare pour ce type de mécanique. J'ai hésité à monter ce commandant qui est déjà très fort dans sa version précon. Mais je l'ai beaucoup vu jouer, donc un peu la flemme de le monter, mais peut-être qu'un jour je ferai ma propre version. L'appareil photo de Peter Parker, l'enregistreur de phénomènes. Un artefact à 1 mana qui arrive avec 3 marqueurs pellicule, on peut payer 2, l'engager, retire un marqueur et on va copier une capacité tout simplement. Comme tout ce qui est copie de capacité c'est fort, on va pouvoir copier une capacité de notre commandant, ou pourquoi pas copier la capacité d'un fetch pour mieux ramper. Bref, ça c'est à vous de voir. Et en plus, c'est pas très cher en argent et en mana. Alors certes, on pourra le faire que 3 fois si on n'ajoute pas de marqueur dessus,
mais ça reste plus qu'honnête. Redirection d'éclair, l'une des meilleures cartes du set Avatar. C'est un petit downgrade de Deflecting SWAT, qui est une carte beaucoup trop chère et beaucoup trop forte, donc pourquoi pas. Et encore, dans certains cas, ça sera plus efficace de payer 5 points de vie ou d'avoir le choix de payer 2 en plus si notre commandant n'est pas sur le board. Bon, après, dans la plupart des cas, on joue cet effet pour sauver notre commandant, donc en vrai, ça change pas grand chose. Après 5 points de vie, c'est pas donné, mais c'est le prix à payer pour sauver une bête et potentiellement en fumer une autre. Tout ça pour un seul petit mana rouge. On va pouvoir noter quand même qu'il y a le sous-type leçon, donc ça peut compter et ça comptera peut-être encore plus quand le nouveau Strixhaven arrivera. Alors, le Sphinx Quantique, tout un programme. Il fait partie de ces beautés cosmiques que l'on peut trouver dans le système de Sotera. Pour 5 mana, c'est une 4-6 vol, excusez du peu. Et quand il arrive, on pioche. Et tant qu'il est là, si on a moins de 2 cartes en main, chaque fois qu'on devrait piocher, eh ben on pioche une carte en plus. Énorme body, excellent piocheur, qui fait qu'on ne va jamais vraiment se retrouver à poil. Et surtout, il y a le warp pour 2. Alors, rien que pour ce qu'il fait dans les decks Blink, et notamment Tassa, ça rentrait immédiatement dans mon top. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il est hors de prix, donc encore une fois, je m'y suis pris trop tard, vive les proxys. Imaginez, pour 2 mana, je le fais arriver sur le board, donc je pioche. À la fin du tour, je le fais blinker avec Tassa, du coup, je repioche. Et ensuite, pas besoin de l'exiler, parce que il s'agit d'une nouvelle itération, donc il va rester là. Pour 2 mana, j'ai pioché 2 cartes, et j'ai une 4-6 vol sur le board. C'est pas si fort en vrai. J'avais toujours en tête l'idée de faire un deck saga, et l'arrivée des invocations, qui sont des sagas créatures, mais surtout la révélation de Yuna Grand Invoqueur, m'ont convaincu qu'il était temps de le faire. Par contre, ce deck me fait mal au crâne avec tous ces marqueurs Sapiens et tous ces marqueurs +1/+1, qu'on déplace d'une créature à une autre. En plus, il y a plein de triggers avec l'arrivée des marqueurs. C'est probablement le deck où je loupe le plus de triggers, mais c'est tellement un rêve qui se réalise de pouvoir jouer avec Shiva, Ifrit, Bahamut, les Sœurs Magus et surtout tous les gardiens de Yuna, parce que oui, mon deck est full RP FF10, qu'il fallait bien que je place ce commandant Bant dans mon top. Je vous conseille d'aller jeter un œil à ma deck tech, même si la liste a un petit peu évolué depuis, ça vous donne une idée de ma façon de le jouer. Parmi les créatures légendaires qui m'ont directement tapé dans l'œil, il y a eu Hope Enstein. Pour Azorius, c'est une 2/2 lien de vie qui dit qu'à la fin du tour, tous nos adversaires meulent un nombre de cartes égal au point de vie gagné ce tour-ci. Le texte n'est pas compliqué, aujourd'hui c'est rare, et il m'a immédiatement fait penser que j'allais enfin pouvoir faire un deck meul qui gagne en commandeur multi, et qui gagne en meulant tous les adversaires. Hélas, j'ai de plus en plus de mal parce que maintenant, tout le monde le voit venir. On a accès en bleu à des sorts de meul assez énervés, en blanc il y a moyen de gagner plein de points de vie, donc forcément ça snowball vite. Et doubler ça avec un Bruvac, plus des sorts à la con comme anomalie spatio-temporelle, c'est sûr qu'on vous regarde de travers, avec un Hope sur le board. Mais c'est un pur régal de le jouer, donc ça rentre dans le top. L'équipement de l'année, la broyeuse. Et il fallait au moins ça pour l'une des armes les plus iconiques du jeu vidéo. La Buster Sword est un équipement qui coûte 3 génériques, puis 2 à équiper. Ça donne +3/+2 à la créature, et si elle connecte, on pioche, puis on peut lancer gratuitement un sort depuis notre main dont la valeur de mana est égale aux dégâts infligés au joueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement on pioche, mais en plus on joue un sort gratos. Alors évidemment en plus ça rentre partout parce que c'est incolore. Bon, j'ai pas trop besoin d'expliquer en quoi c'est fort, c'est même trop fort. Donc évidemment, j'en ai ouvert une, donc je crois qu'en ce moment elle est dans Ratona Keton, mais ça pourrait changer d'ici peu. Tanouk, second inébranlable, une 3/5 pour 4 mana dont 2 rouges qui va donner la célérité à nos créatures, et le Warp 3 à nos artefacts et créatures rouges. On va jouer des énormes Bazouzous et des gros Arthos qui auront un effet immédiat grâce à l'ETB ou à l'attaque, vu que les créatures ont la célérité. C'est ultra explosif. J'ai fait ma deck tech sur la chaîne que je vous invite à aller voir, et pour vous dire, en gros, soit ça fait pas grand chose, parce qu'on gère Tanouk en boucle, soit la partie est très très courte. Mais j'aime trop sa mécanique, même s'il y a moyen que je m'en lasse vite, et son illustration en plus par le génie Pascal Blanchet ajoute un petit peu au plaisir, je dois l'avouer.
Voix de la victoire, un barde guitariste qui motive les troupes à foncer dans le tas. On a de plus en plus de musiciens, musiciennes et de chanteurs, chanteuses dans Magic, donc ça c'est cool. Alors ça veut pas dire par contre que je veux voir la K-pop intégrer Magic, attention, mais j'aimerais bien qu'ils continuent à nous sortir des bardes et ce genre de choses, et je pense qu'à terme ça peut donner des trucs vraiment amusants. Une 1-3 pour 2, dont un blanc avec mobilisation 2, et les autres joueurs ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Donc mobilisation, c'est un mot-clé qui est apparu avec le dernier set Tarkir. Quand on attaque avec une créature qui a la mobilisation, on crée des jetons guerriers attaquant en fonction du nombre indiqué, donc ici 2 en l'occurrence, et puis on les sacrifie à la fin du tour. Alors oui, dans les decks Go Wide, Winnie, Agro Boros, c'est un carnage. En plus, le sous-type guerrier est intéressant. Alors c'est pas la tribalité la plus explosive, mais ça reste pertinent. Sachant que les créatures sont sacrifiées et non exilées à la fin du tour, ça trigger l'arrivée en jeu et la mort. C'est pas légendaire, donc c'est facile à copier. 1-3, ça reste un body assez cool, qu'on peut pas aller chercher si facilement, surtout en début de game. Et puis surtout, c'est énorme que personne ne puisse lancer de sort pendant votre tour, quoi. Heureusement que c'est que les sorts et pas les capacités, sinon ce serait débile. Mais ça reste un peu débile quand même. C'est une carte qui a pas vraiment de défaut, je crois, et d'ailleurs tout le monde l'a remarqué parce qu'elle est restée dans le top card market pendant un bon moment. Ouroboroid. Quelle carte! Une 1-3 pour 4, dont 2 verts qui, au début du combat, va ajouter un nombre de marqueurs égal à sa force sur toutes vos créatures. C'est... ouais. Alors ça se voit que c'est fort, mais une fois sur le board, on se rend compte que c'est encore plus fort. Ça va de soi que dans les decks marqueurs, c'est n'importe quoi. Le fait que ça se déclenche au début du combat et qu'il va lui-même s'ajouter des marqueurs, que ça regarde seulement la force et pas le nombre de marqueurs, ça snowball à une vitesse démesurée. J'ai changé de couleur en booster 2 lors d'une draft Edge of Eternities juste pour lui. Et évidemment, les quelques parties où il est sorti, ça a été une condition de victoire quasi immédiate. Yuna a mangé ça bien comme il faut, mais en vrai, ça rentre dès que vous jouez vert et qu'il y a des créatures. Hop, ça fonctionne. Et bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est stylé en plus. Et à l'avant-dernière place du podium, Sephiroth, soldat légendaire. Alors oui, les joueurs d'Aristo n'avaient pas besoin de ça. Encore une fois cette année, la mécanique a été push et franchement, on n'en avait pas besoin. Mais force est de constater que Sephiroth a beaucoup fait parler de lui, que c'est très fort et que... il est magnifique quoi. J'aime beaucoup comment il est designé, avec le back dans sa version One Wing Angel en plus, il est magnifique. Moi cette année, j'ai viré toutes les cartes combo Aristo de mon deck Grande Dent, parce que ça me faisait plus rire de gagner avec ce genre de combo infini. Donc c'était pas pour build un Sephiroth juste derrière, ou l'intégrer dans un de mes decks. En revanche, c'est Sephiroth, et il fallait quelque chose à la hauteur pour représenter le plus grand méchant de l'histoire des RPG. Et à la première place du podium, notre mage noir préféré, Bibi, mage noir égaré. Alors oui, j'ai le biais fan de Final Fantasy, je suis désolé. Je trouve qu'ils ont extrêmement bien rendu hommage à ce personnage culte de Final Fantasy IX, notamment à travers ces 2 illustrations différentes, et bientôt une 3e. Certains diront que Bibi est une erreur de design, et j'entends. D'ailleurs, il vient d'être ban du standard avec une annonce de pré-ban, et ça, je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Dire que, ouais, d'ici quelques semaines, on va ban telle carte. Je me rappelle pas avoir entendu ça avant. Tout ça, notamment à cause du deck IZ Cauldron qui était un petit peu trop dominant. En tout cas, c'est peut-être lui qui me décidera un jour à jouer Spellslinger en Commander. Je vais pas vous le lire, y a tous les mots dessus de toute façon pour que ça dégénère très rapidement. C'est vrai que sur le podium, on a des cartes qui ont un très gros power level, que moi-même je ne joue pas forcément, justement parce que ça me paraît un peu trop tout droit, un peu trop fort, mais c'est des cartes puissantes avec des persos iconiques qui ont marqué plusieurs formats, donc en bien ou en mal, en tout cas, ça a fait parler. Voilà. Un grand merci si vous avez regardé cette vidéo jusque-là. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, c'est important pour la pérennité du contenu. YouTube est en train de bouffer tout cru les petits créateurs, donc je compte sur vous. À bientôt.